Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors c'est une association, l'association des hijabeuses, un collectif de femmes musulmanes qui voulait autoriser le port du voile lors des compétitions sportives et notamment la Fédération française de football. Elle avait demandé à la Fédération française de football d'autoriser le port du hijab lors des compétitions et le Conseil d'État n'a pas suivi ces préconisations du rapport public et a interdit de jouer à ces femmes voilées lors des compétitions. Alors pour en parler, nous sommes avec Guilain Benessa ce matin. Bonjour Guilain Benessa. Bonjour Corentin, bonjour. Vous êtes docteur en droit public, avocat et philosophe, et vous êtes auteur notamment de L'état de droit à l'épreuve du terrorisme et votre livre Le totem de l'état de droit, tous les deux aux éditions L'Artilleur. Et je voulais revenir sur cette association en question, l'association des hijabeuses. Alors, quelles sont ces associations? C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des associations qui veulent soumettre le droit aux droits de minorités. Oui, complètement. L'arrêt du Conseil d'État, enfin la dernière affaire en date du hijab sur les terrains de sport est la preuve, la manifestation d'une volonté déjà de transformer, on va dire, le droit, de transformer le logiciel juridique, pour reprendre les termes à la mode, le logiciel juridique sur les terrains de foot, en l'occurrence donc le hijab, et donc de petit à petit de transformer ou de modifier notre rapport à la laïcité. C'est-à-dire que faut bien comprendre que et c'est un problème d'ensemble, hein, faut bien le saisir. C'est qu'en réalité, le droit ne dit pas grand-chose en tant que tel. On lui fait dire ce qu'on a envie de lui faire dire. Donc en fait, on va se lever dans les plis du droit, on se love dans la réglementation, on se love dans les dispositifs pour tenter de les contourner. En l'occurrence, c'est très simple. En l'occurrence, il était, on va dire, presque acquis, et pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'islam. Il était presque acquis que dans un terrain de sport, sur un terrain de foot, et d'ailleurs la Fédération française et les clubs s'en vantent depuis longtemps, qu'il n'y a rien à voir avec, enfin qu'il n'y a pas d'affaires syndicales, religieuses, minoritaires, quelles qu'elles soient, on va dire que des affaires qui relèvent de la sphère, qui n'ont rien à voir avec le terrain de foot, avec le sport, ces affaires-là doivent rester en dehors du foot. Et donc c'était une réglementation, et je précise, c'était bien dans les prescriptions qui ont été édictées par la Fédération française de football depuis longtemps. Et donc, ce que font ces associations, en l'occurrence deux associations, mais également la Ligue des droits de l'homme, hein, qui s'est joint au recours qui a été exercé devant le Conseil d'État, ces associations, et donc en l'espèce la Ligue des droits de l'homme, souhaitent donc cette fois-ci abroger la réglementation à la Fédération française pour avoir le droit de porter le hijab sur les terrains de football et notamment à l'occasion des matchs qui ont lieu durant le week-end. Donc c'était vraiment une tentative de modifier notre rapport à la religion sur un stade de foot, notre rapport à la religion lors des matchs de football, qui touchait des cas grandissants, puisqu'on sait très bien qu'un nombre immense de clubs en France désormais sont soumis à la question de pression communautaire et donc de pression islamique pour pouvoir porter le hijab. Pourquoi? Et pour une raison simple, parce qu'il y a de plus en plus de gens, plus en plus d'usagers de ces clubs qui sont eux-mêmes qui souhaitent porter ce type de vêtements et donc qui poussent derrière pour modifier la façon dont les matchs se déroulent durant le week-end en ayant le droit de porter le hijab. Et justement, donc c'est le discours qui est utilisé, c'est le discours paradoxalement individualiste. C'est pas du tout le discours musulman. En réalité, ils reprennent des termes modernes. Donc c'est droit à la différence. Et puis notamment ce discours comme quoi ça permettrait véritablement d'émanciper ces femmes qui donc pourraient véritablement occuper l'espace public parce qu'elles peuvent mettre le voile dans cet espace-là. Exactement. Alors, on a tendance en droit, mais pas qu'en droit, en fait, c'est la France pense comme ça, et je veux dire, et ça lui a plutôt, ça a plutôt fonctionné pour elle durant j'allais dire 200 ans, mais en tout cas des décennies, c'est de considérer qu'une fois qu'on rentre en l'occurrence sur un match, dans un stade de foot, mais pas seulement, hein, qu'en l'occurrence l'universalisme français est lié directement à la question de l'émancipation individuelle, c'est-à-dire le fait que finalement il y a une sorte d'écho entre qui on est, ce que la France est, et qui on est, c'est se départir des chaînes communautaires, des chaînes religieuses, de toutes ces chaînes qui, quelque part, nous contraignent à rentrer dans des logiques de groupe, d'appartenance, etc., alors même que la nation se veut émancipatrice. Donc, en l'occurrence, ce que disent ces associations, c'est finalement pour que les femmes puissent jouer au foot,
en l'espèce, mais il y a plein d'autres affaires. Pour que les femmes puissent jouer au foot, pour qu'elles puissent accéder au terrain de foot, il faut qu'elles puissent porter le hijab. C'est ainsi qu'elles sont et c'est ainsi qu'elles doivent jouer. Donc il y a un lien entre l'accès au sport, selon ces associations, l'accès au sport et le fait de revendiquer un droit à porter le hijab. Pour le coup, et j'observe que la classe politique, surtout à droite, mais pas seulement, s'est réjouie largement de la décision du Conseil d'État, réjouie largement parce que, pour une fois, et alors une fois n'est pas coutume, pour une fois, le Conseil d'État, en quelques jours, a pris position et n'a pas suivi, a vraiment pris position, j'allais dire, et n'a pas suivi les conclusions de son rapporteur public, conclusions qui, lundi, lorsqu'elles avaient été dévoilées à l'audience, ont fait courir un nombre invraisemblable de commentaires, fort logique d'ailleurs, puisque le rapporteur public avait clairement dit que, le hijab ne marque aucune forme de prosélytisme, qui était quand même franchement discutable, voire carrément invraisemblable, et le rapporteur public avait également considéré donc qu'il n'y avait pas lieu d'interdire aux femmes de porter le hijab, donc refuser, a priori, que soient censurées les dispositions de la Fédération française de foot, de la réglementation de la FFF. Et ce qu'a fait le Conseil d'État, et pour une fois, donc, il s'est retroussé les manches et il n'a pas choisi de se coucher et de suivre à la lettre les conclusions de son rapporteur public. Le Conseil d'État a considéré cette fois-ci, mais on y reviendra peut-être, pas pour des raisons en réalité de laïcité, il faut bien le comprendre, mais pour des raisons d'organisation du service public, que cette interdiction-là pouvait être justifiée pour des questions de sécurité, pour des questions de bon fonctionnement des matchs de football, c'est-à-dire pour des questions pragmatiques et fonctionnelles, qu'il était quand même plus logique de demander à ces femmes d'enlever le hijab en raison de problématiques de bon déroulement du sport. Mais il faut bien comprendre, il faut parfaitement comprendre que la position du Conseil d'État n'a strictement rien à voir avec une question de principe sur ce qu'est ou non la laïcité. Ce qui veut dire que l'arrêt du Conseil d'État, on peut s'en féliciter, mais que ça ne règle pas du tout, à moyen ou à long terme, la question du hijab sur les stades de foot. C'est une discussion, c'est une décision circonstanciée qui est purement et simplement, on va dire, encadrée, enserrée dans un périmètre extrêmement strict. Donc attention quand même à ne pas s'imaginer que c'est bon. Le juge administratif est du côté, on va dire, de l'universalisme français et qu'il a réglé le problème. Au contraire. Oui, voilà, parce que justement, on va revenir sur le Conseil d'État qui est plutôt complaisant normalement sur ses revendications diversitaires. Mais je voulais revenir avec vous sur le voile et notamment si le Conseil d'État est capable de discerner si c'est véritablement ou pas un vêtement prosélyte, parce que c'est ça aussi qu'on reproche. Là, ce que vous nous dites, c'est que c'est pas un problème de laïcité, mais même est-ce que le Conseil d'État a ce droit de dire ça c'est prosélyte, ça ce n'est pas prosélyte? Alors, on est sur l'ambiguïté du problème. En l'occurrence, si on détricote la décision du Conseil d'État, vous savez, très souvent, et je comprends que ça ne passionne pas les foules, mais très souvent, on a affaire, lorsque les décisions tombent, un jugement général, on a affaire à des commentaires très rapides dans les journaux, et disons qu'il faut aller lire la décision pour s'apercevoir des motivations réelles. En l'occurrence, le rapporteur public, alors, je m'excuse, je vais faire pas un cours de droit, faut pas non plus. Je sais qu'il est tôt et que c'est fastidieux, on va dire ça comme ça. Mais faut bien comprendre que la leçon de droit qu'a donnée le rapporteur public lundi, la leçon de droit qu'il donne, c'est une leçon qui est libre ou non de suivre le Conseil d'État. C'est-à-dire qu'il prémâche la décision du Conseil d'État et que très souvent, en 90% des cas, le Conseil d'État en réalité se range doctement du côté de son rapporteur public. En l'occurrence, son rapporteur public lundi avait clairement refusé de porter la problématique sur la question du prosélytisme. En fait, ce qu'avait fait le rapporteur public, c'est qu'il avait fait comme souvent on fait en France, c'est qu'il était resté extrêmement perché en se contentant de phrases un peu laconiques et générales sur on va dire, l'incapacité ou l'interdiction faite aux services publics, aux autorités en général de s'immiscer dans la sphère religieuse. Donc, vous savez, cette vieille, désormais très à la mode, mais cette vieille façon de penser qui considère que finalement on porte le hijab, on a le droit d'être qui on veut, et on a le droit de rentrer sur le stade avec un hijab. Le Conseil d'État, il est beaucoup plus fin que ça, et en même temps beaucoup plus limité. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, je m'excuse, je vais citer la décision parce qu'on va très très vite comprendre. Si vous voulez, il se place cette fois-ci sur la question de ce qu'il appelle lui-même des actes de prosélytisme ou manœuvres de propagande. Ce qui veut dire que le Conseil d'État
n'oublie pas de se pencher sur le hijab implicitement sur des questions religieuses et de propagande, en l'occurrence islamique. Donc, on va dire qu'il admet que ce problème se pose dans cette affaire. Mais il faut bien comprendre la motivation profonde. Qu'est-ce que nous dit le Conseil d'État ? Il nous dit tout simplement que l'interdiction du port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale, limitée au temps et lieu de matchs de football, apparaît nécessaire pour assurer leur bon déroulement en prévenant notamment tout affrontement ou confrontation sans lien avec le sport. Ce qui fait qu'en réalité, si vous lisez, je ne peux pas faire tout l'arrêt en détail, en fait, ce qu'il a en ligne de mire, c'est le fait que le port de signes religieux, en l'occurrence le hijab, le port de signes communautaires, ou alors, dans d'autres affaires, on pourrait imaginer d'autres signes, en l'occurrence le hijab, pose un problème parce que le souci potentiel, la problématique essentielle, c'est qu'on risquerait d'assister sur le stade, enfin dans les stades et sur le terrain, à des affrontements ou à des confrontations sans lien avec le sport, c'est-à-dire à des règlements de compte. Donc en fait, la question qu'on se pose simplement, si cette interdiction n'est pas nécessaire pour permettre au match de se dérouler correctement et pour pas qu'on finisse dans un bain de sang à la fin. C'est-à-dire qu'on évite les débordements. Donc il faut bien comprendre, il faut que les auditeurs comprennent, la seule question réelle qui se pose ici, c'est une question de trouble à l'ordre public. Ce n'est pas une question de laïcité, parce que là-dessus, le Conseil d'État, en réalité, comme d'habitude, ne se prononce pas véritablement. Il en reste simplement à se demander s'il y a ou non potentiellement un trouble à l'ordre public, tout simplement. Parce que justement, régulièrement, quand on a présenté ça au Conseil d'État, beaucoup de commentateurs ont dit finalement ça va passer, ça va forcément passer. Et là, donc, ce qu'on a appris hier, c'est que donc le Conseil d'État a refusé cette demande d'autoriser le hijab dans les compétitions sportives. Notamment, il y a la nomination de Thierry Tuot à la tête de ce Conseil d'État qui est connu pour être plutôt dans l'idéologie multiculturelle. Alors pourquoi ce Conseil d'État est si complaisant normalement avec les revendications diversitaires? Alors là, on rentre dans la tambouille juridique et la tambouille des juridictions en général. En fait, on a, vous savez, je vais être direct et ça dépasse le strict plan du Conseil d'État. Même si le Conseil d'État, on est le symbole même, l'emblème. En fait, on a pris l'habitude de concevoir des jurisprudences qui sont hors sol. Hors sol parce qu'on s'imagine que le droit abstrait réglemente de façon abstraite et lointaine des affaires très concrètes, très techniques et très réelles, je veux dire, qui souvent sont prises, vous savez, avec le détachement tranquille de l'intellectuel de salon. C'est-à-dire qu'on pense que le droit peut régler des questions religieuses avec cette espèce de détachement français, de se dire « Ah, finalement, il y a très longtemps, on a réglé la question du catholicisme, on a réglé la question du judaïsme, on a séparé l'État de la sphère religieuse, etc. » Vous voyez, la laïcité à la française dont on se gargarise un peu tous les jours. On a tellement intériorisé ça en droit, on l'a tellement considéré comme acquis, que le droit est devenu une arme extrêmement inoffensive. Parce qu'on s'imagine que, vous savez, c'est presque un réflexe terrible qu'on a aujourd'hui. On pense que petit à petit, les gens se départissent de leurs schèmes tribaux, de leurs habitudes de pensée, et un jour rejoindront la cohorte des beaux peuples à l'universalisme en bandoulière. En somme, que à court ou moyen terme, de toute façon, le hijab, comme d'autres vêtements de cette nature, seront laissés de côté parce que, quoi qu'il en soit, lorsque l'individu s'émancipe, il rejoindra l'universalisme à la française. Cette façon très théorique de gérer la chose religieuse, cette façon très hors sol de considérer les problématiques actuelles, rend le droit fragile et faible. Et surtout, cette façon très intériorisée, très théorique, encore une fois, de gérer la question religieuse, pour moi, a été prise en charge par les juridictions, surtout par le Conseil d'État, qui en fait se pose des questions d'une façon biaisée parce qu'il pense réellement qu'en fait il n'y a pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire, c'est tout simplement l'aveugle, vous savez, qui n'a pas envie de voir. Il a beau avoir, vous savez, un cerveau, je veux dire un gros cerveau bien rempli. Si vous avez décidé de ne pas voir, vous ne verrez jamais rien. Donc
vous restez dans la théorie et vous refusez de désigner l'ennemi. Et ce qui se passe de plus en plus, c'est que cette jurisprudence, ces décisions qui sont rendues petit à petit, elles témoignent surtout d'un affaiblissement du droit français et d'une volonté de ne jamais concevoir d'outils un minimum offensif, un minimum, pour contre-attaquer, de façon en réalité à prendre le problème globalement. Donc on a des décisions par-ci, par-là, qui ne règlent jamais vraiment les problèmes et qui fait que petit à petit, nous concevons un arsenal juridique fragile qui ne défend plus du tout la nation française, mais qui au contraire fait le lit des ennemis de la France. Alors Guilain Benessa, je voulais sortir de ce sujet du port de hijab pour parler un sujet qui est aussi d'actualité, c'est évidemment les émeutes qui ont eu lieu hier et avant-hier, et notamment Éric Zemmour et Éric Ciotti qui demandent l'état d'urgence. Alors est-ce que vous pensez que l'état d'urgence, alors déjà qu'est-ce que c'est l'état d'urgence, et est-ce que vous pensez que ça peut régler ce problème ? Alors vous savez, l'état d'urgence, petit rappel, l'état d'urgence très simple, l'état d'urgence, il dépend du pouvoir exécutif d'Emmanuel Macron et de ses ministres. Et s'il est déclaré, l'état d'urgence, il dure 12 jours. Donc, c'est une période brève. 12 jours à l'issue desquels le Parlement a son mot à dire pour contrôler, en fait, l'état d'urgence. Alors, l'état d'urgence, ça sert à quoi ? Soyons précis, parce qu'on entend ce mot un peu symbolique partout. L'état d'urgence permet la restriction des libertés durant ces 12 jours reconductibles ou qui peuvent être prorogés. Restriction des libertés, restriction notamment de la liberté de manifester, de la liberté de réunion, l'instauration de couvre-feu, par exemple, sur l'ensemble du territoire, et pas seulement sur des territoires municipaux particuliers. C'est-à-dire, en gros, l'état d'urgence, c'est un mécanisme qui permet de suspendre des libertés le temps d'un péril imminent qui frappe le territoire français. Alors, en l'occurrence, je ne vous cache pas, là, je suis ravi de vous retrouver et d'avoir ces débats. Je vous avoue que j'ai guetté un petit peu ce qui se passait hier soir devant le poste de télévision. Je ne sais pas ce qu'il en est ce matin exactement du décompte des émeutes de la nuit. Donc, nous sommes à notre 3e nuit d'émeutes. Je ne sais pas si l'explosion s'est poursuivie, mais pour vous répondre clairement, cette restriction des libertés potentiellement de 12 jours reconductibles, donc l'état d'urgence, qu'est-ce qu'on pourrait en attendre et pourquoi est-ce que Ciotti ou Éric Zemmour en parlent ? Parce que, en fait, petit à petit, d'une part, on voit bien qu'on est débordé, la police est débordée, la police qui est lâchée le premier jour, on lui demande tout d'un coup de venir intervenir en masse le deuxième jour, parce qu'on se rend bien compte que, le gouvernement se rend compte qu'il faudrait peut-être mieux soutenir les policiers, un minimum en tout cas, ne pas trop les lâcher parce qu'on a besoin d'eux pour tenir en ces nuits invraisemblables. Donc on a besoin des flics, pour le dire clairement. Et d'autre part, sur l'état d'urgence, on a atteint les limites d'une réponse, on va dire, normale. Je dis volontairement normale par opposition à une réponse sous l'état d'urgence. Normale parce que là, si j'ai bien compris, on a 40 000 policiers et forces de l'ordre qui ont été déployés durant la nuit. Si les émeutes continuent, si l'explosion se poursuit, si de plus en plus de villes de France sont touchées, si on ne sait plus comment gérer la chose, il n'y aura, à mon avis, absolument pas d'autre solution que l'état d'urgence, qui avait permis en 2005 de traiter un minimum la question des émeutes à la suite de Clichy-sous-Bois, et en l'occurrence qui permettra peut-être de juguler les territoires pour imposer des couvre-feux généraux et permettre, d'intervenir administrativement et aux policiers d'intervenir un peu plus drastiquement. Mais il faut bien, à mon avis, le comprendre. Clichy-sous-Bois était un apéritif, à mon avis, par rapport à ce qu'on vit. C'est-à-dire qu'il y a 13 ans, il y a 18 ans, Clichy-sous-Bois 2005, il y a 18 ans en réalité, je pense, qu'il y avait encore une maîtrise un minimum des territoires ou une maîtrise des cités qui était un peu plus importante qu'aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on le voit par les récits des policiers qui interviennent, ils sont littéralement débordés par une violence qui se gangrène et par l'incapacité, on va dire, de rentrer dans certaines cités. Maintenant, c'est fini, il faut l'admettre. Je veux dire, les policiers peuvent difficilement le dire parce qu'ils en viendraient à s'asseoir sur la hiérarchie et sur le ministère, et sur le ministre qui leur donne ces instructions. Il n'empêche, on voit bien qu'on est débordé. Donc l'état d'urgence est, à mon avis, la modalité ultime, il faut bien le comprendre, si jamais ça continue. Mais, et je me permets de le dire avec vous comme ça, je ne le souhaite évidemment pas, mais si ça se poursuit encore, que ça dure 2-3 semaines, que même l'état d'urgence ne suffit pas, qu'admettons que les couvre-feux ne soient pas respectés, que les policiers soient totalement débordés, n'oublions pas, je ne le souhaite évidemment pas, et c'est extrêmement invraisemblable à cette heure d'en parler, mais il existe également l'état de siège, qui est, on va dire, la gradation ultime, qui est de demander à l'armée d'intervenir en lieu et place de la police et des forces de l'ordre traditionnelles. Évidemment, on en est à 1000 lieues, mais je pense aussi qu'il y a 18 ans,
on en était à milieu d'imaginer que 18 ans plus tard, on aurait des telles secousses et que les voyous seraient dans cet état. Donc, je pense que là, on est dans un laboratoire un peu des forces, enfin un laboratoire, oui, vraiment une expérience presque à ciel ouvert, et personne n'est capable de dire si dans 3 jours ça s'arrête ou si dans 2 semaines on est dans une insurrection invraisemblable. Et dans un potentiel état de siège. Merci beaucoup Guilain Pénessa. Je rappelle que vous êtes docteur en droit public, avocat, et je rappelle le titre de vos 2 livres aux éditions L'Artilleur, L'état de droit à l'épreuve du terrorisme et le totem de l'état de droit. Merci à vous.